Bienvenue dans Une page à la fois, le podcast des auteurs soucieux de construire une pratique durable et qui leur ressemble. Vous faites maintenant partie d'un petit groupe d'auteurs qui essaient de transformer la vie de leurs lecteurs à travers des livres pensés pour donner une expérience mémorable aux lecteurs et les submerger d'émotions. Mais parce que le système repose sur l'exploitation des auteurs, nous cherchons à travailler différemment. Nous devons être plus malins. Nous le faisons à travers une pratique consciente et audacieuse et ce podcast vous donne un aperçu de la vie quotidienne d'un auteur indépendant. Prêt ? On est parti. Dans notre métier, c'est impossible d'avoir le sentiment de sécurité de l'emploi à moins de contrôler nous-mêmes la diffusion de notre travail. Et même là, c'est très aléatoire parce qu'on est sur un marché qui est très volatile. On s'en sort en limitant le nombre d'intermédiaires et en développant des relations fortes et durables avec les éditeurs qui en ont confiance et qui ont confiance en nous. On le fait en développant une plateforme sur laquelle on peut parler avec nos lecteurs, qui nous permet de publier nous-mêmes nos œuvres pour pas couper le gâteau en trop de parts. Mais aussi, on le fait en développant notre compétence et en montrant qu'on est capable de gérer des projets, de tenir des échéances et de le faire avec un niveau de qualité suffisant pour que des éditeurs aient envie de travailler avec nous sur la durée. On vit à une époque quand même où les auteurs peuvent maîtriser la diffusion de leurs œuvres mieux que jamais par le passé. On a des outils quand même hyper pratiques, la plupart gratuits, pour toucher les personnes qui nous lisent. Ça ne veut pas dire qu'on doit supprimer les éditeurs, je suis vraiment favorable à une approche mixte, consciente des enjeux du métier, c'est-à-dire qu'on comprend qu'un livre, c'est un objet qui est complexe, c'est pas un produit de consommation classique, même s'il y a une part de consommation dans la culture, mais il répond quand même à des exigences commerciales. Si les lecteurs n'en veulent pas, il n'aura pas de chance dans l'arène des librairies. Quand on travaille avec un éditeur, il faut avoir ça en tête. Il faut comprendre que l'éditeur, il a des exigences, lui, qui ne sont pas les mêmes que nous quand on est tout seul avec notre livre sur les plateformes d'auto-édition, par exemple, et avec nos lecteurs. Donc on peut avoir une stratégie mixte dans laquelle on garde pour les éditeurs nos projets les plus commerciaux, les plus susceptibles de toucher un public large, les plus à l'écoute des tendances du marché de la lecture, parce que les éditeurs disposent des ressources et des réseaux de distribution qui permettront à nos livres d'atteindre leurs lecteurs. Et on peut garder en même temps en auto-édition des livres plus risqués, des livres plus intimes, moins commerciaux, peut-être pas forcément même expérimentaux, mais des livres qui ont moins de chance sur le marché de masse. Mais des livres que nos fans seront enchantés de lire, mais qui se retrouveraient noyés dans la masse du circuit traditionnel. Moi, je suis capable de produire vite et je pense que la plupart d'entre nous, on l'est, mais on se freine quand même souvent parce qu'on a appris, rentrée littéraire après rentrée littéraire, qu'un auteur, ça sortait un livre par an, maximum. C'est pas qu'il en écrive pas plus, c'est que le marché a besoin de temps pour que le livre se lance, pour qu'il se fasse entendre, et il faut pas que l'auteur rentre en concurrence avec lui-même, c'est ça finalement le message. Mais ce qui est vrai quand on s'adresse à des lecteurs qui ne nous connaissent pas, c'est-à-dire quand on publie un livre, qu'on va ensuite présenter en salon, qu'on va présenter dans les médias. On le fait pour que des lecteurs qui ne nous connaissent pas encore nous découvrent. Quand on entretient déjà une relation soutenue et durable avec nos fans, la problématique elle est différente. Parce que les lecteurs qui non seulement nous connaissent, mais qui en plus adorent ce qu'on fait, eux ils dévorent nos livres, ils en ont jamais assez, ils nous en demandent d'autres. Pensez à l'attente interminable entre deux albums de votre musicien préféré. Quand ça fait 1 an qu'il n'a pas sorti un disque et que vous dites bon il arrive quand le prochain ? Ou pensez à l'attente interminable entre 2 romans de votre romancier favori. Je te parle Nick Hornby. Et toi aussi, Lisa Balavoine, ils viennent quand vos prochains livres ? Récemment, je me suis rendu compte à quel point j'avais intériorisé cette fausse règle d'un livre par an, au point que j'avais jugulé, comment on dit, un terme là, pour les voitures bridé, ouais c'est ça, voilà. J'avais bridé ma capacité de production artificiellement. Parce que je me disais, si je publie plus... Et en fait, il n'y avait pas de suite à cette phrase. C'est juste si je publie plus, ça va pas. Mais il n'y avait pas de raison. C'est simplement, c'est toutes ces règles qu'on intègre malgré nous, qui sont basées sur une expérience du monde limitée, où on voit tous les ans, l'auteur il sort un nouveau bouquin, et on intègre, un auteur égale un bouquin par an. Et quand on se rend compte qu'on est capable d'en écrire 3, 4, 5 parfois, même plus, on le fait pas parce que ça se fait pas. Il y a un truc un peu comme ça qui se produit dans le cerveau, une sorte de raccourci arbitraire. Et une des raisons pour laquelle je me suis limité comme ça, c'est qu'une part de moi s'en noyait sous la masse de mes idées. Se dit, de toute façon, si je les écrivais, je pourrais pas les sortir parce qu'il y aurait pas la place. Alors bien sûr, c'est aussi une excuse ou l'expression d'une protection contre ma peur d'être rejeté, contre ma non-envie plus que ma peur. Parce que ce que j'écris pas peut pas échouer, donc en n'écrivant pas, je me préserve d'une forme de souffrance. Ça, c'est important de l'entendre aussi, c'est que des fois, on fait pas les choses simplement parce qu'on n'a pas envie de la souffrance qu'il peut y avoir derrière, surtout quand elle est probable, parce qu'un livre, ça marche jamais vraiment à la hauteur de ce qu'on aimerait. Donc il y a toujours une forme de déception quand on sort un bouquin. Parfois, elle est contrebalancée par quelque chose de très positif, parfois non. Mais en plus de cette peur-là ou de cette protection-là, il y a aussi une intériorisation d'un usage sous forme d'une règle arbitraire, et vraiment erronée, vu qu'il y a plein de contre-exemples d'auteurs qui sortent plein de livres par an, parfois avec des pseudonymes, pour pouvoir justement moins rendre le marché confus. Là où ça se complique, c'est que pendant ce temps, de l'autre côté de la barrière, chez les grands succès de l'auto-édition, c'est le discours inverse. On vous dit qu'il faut sortir des séries, il faut sortir un roman par mois. Si tu fais pas un roman par mois, de toute façon, t'as aucune chance. Donc on est comme pris entre deux impératifs, soit il faut sortir hyper vite, soit il faut sortir mais pas trop vite. Si je pousse un petit peu dans les extrêmes, c'est soit tu sors un livre par semaine,
Soit tu sors un livre tous les 3 ans, il n'y a pas vraiment d'entre-deux. C'est les deux pôles de l'imaginaire, là, du discours collectif entre lesquels moi je me sens tiraillé en tout cas. Est-ce que je dois prendre mon temps? Est-ce qu'il y a vraiment un gain à peaufiner un livre pendant 3 ans que j'aurais pas encore vu? Et c'est pour ça que les gars sortent un livre tous les 3 ans. Non, la raison pour laquelle ils sortent un livre tous les 3 ans, c'est qu'ils ont des vies et que leur écriture ne leur permet pas de payer leur vie. Et que du coup, ils écrivent quand ils peuvent, c'est tout. Mais de toute façon, ce qui compte, c'est de trouver son rythme, à condition qu'ils soient en accord avec nos objectifs. C'est-à-dire que oui, ok, je veux publier peut-être un livre tous les 6 mois, mais est-ce que c'est suffisant par rapport à ce que je veux gagner et au type de relation que je veux créer avec mes lecteurs et au type d'œuvre que je veux laisser? Allez, ça y est, ça me fait des nœuds au cerveau, il y a trop d'informations. Comment je fais si je veux juste faire mon taf? En fait, moi, c'est tout ce que je demande. Je demande juste, je suis auteur, je sais écrire des histoires, je veux écrire des histoires, laissez-moi faire ça. Mais c'est tout le problème d'une carrière artistique dans un monde où la monétisation porte le coup près, où la monétisation dit ce qui se vend, te donne le droit de rejouer, ce qui se vend pas finit à la poubelle, et toi tu disparais. C'est-à-dire que si je fais pas un livre qui se vend, j'ai pas le droit de faire un deuxième livre. Ok. Mais du coup, si je veux faire mon boulot plus de 30 minutes par jour, comme ça, en marge du reste de ma vie, il faut que j'en tire un minimum de revenus. C'est ça, en fait, la conclusion. Au moins pour payer les factures que génère le temps que je passe à écrire. Donc si je partage ma vie professionnelle entre un job à mi-temps et mon écriture, ça veut dire qu'il faut que mon écriture apporte la moitié du budget. Sinon, je la relègue au simple rang de hobby et du coup, elle empiète sur ma vie privée. Déjà qu'elle est omniprésente parce que quand on a une idée, elle nous reste dans la tête et qu'elle mûrit en permanence, ça devient complètement n'importe quoi cette affaire. D'où la nécessité pour un auteur de mélanger des projets commerciaux, donc d'être à l'écoute des tendances, de ce qui se vend, de se documenter, d'apprendre à faire des choses que le public veut, et des projets plus intimes, comme j'en parlais il y a quelques jours, qui vont nourrir une fibre plus artistique, être parfois plus expérimentaux, et peut-être avoir moins de chance ou moins de facilité à trouver un public, mais qui sont tout aussi importants. D'où la nécessité peut-être aussi de mêler l'édition traditionnelle, qui donne accès à ce grand réseau de distribution des libraires, et auto-édition qui permet d'être en relation directe avec ses lecteurs. En tout cas, avec ceux de nos lecteurs qui nous connaissent déjà et qui nous secouent pour qu'on sorte notre prochain livre. Oh, Nick, Lisa, je vous parle. D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai emprunté un petit livre de Nick Hornby à la bibliothèque la semaine dernière et je l'ai ramené le lendemain, sans le lire. Je me sentais pas dans le mood et que je voulais pas gâcher le livre. J'étais là, ah non, en fait, je suis pas dans l'ambiance et puis je suis pas d'humeur à lire ce livre-là, je vais pas en profiter correctement et c'est dommage parce que je veux pas me gâcher un livre de Nick Hornby. Je trouve, nous, lecteurs, on fait parfois preuve d'une préciosité quand même assez agaçante. Bref, toute ma carrière, j'ai essayé de ménager la chèvre et le chou. Essayer de comprendre comment je pouvais faire mon boulot, gagner ma vie, essayer de trouver un entre-deux. Tout ça pour me rendre compte à 41 ans que tout ce que je veux, ce qui me fait vibrer, ce qui m'épanouit, en fait, c'est le fait d'écrire des histoires et de les publier, peu importe dans quelles conditions. J'ai parfois été payé 80 € pour des nouvelles, ce qui n'a pas du tout payé les factures, mais je suis super fier de les avoir publiées. Et je suis fier de pouvoir voir le recueil dans ma bibliothèque et de me dire ok ouais ça je l'ai sorti, c'était chouette. Il n'y a pas de corrélation dans ma satisfaction entre le fait d'avoir écrit quelque chose et ce que j'ai gagné pour le faire. Certains textes que j'ai été payé très cher pour produire me donnent pas de fierté. Va comprendre ce qui se passe. On est quand même des créatures étranges, quoi. Bon, c'est le problème avec cette révolution que j'essaie de faire. Bon, soyons pas excessifs, je suis pas du tout de la révolution. Mais ce que je veux dire, c'est la difficulté avec la question de la durabilité de la pratique. C'est-à-dire que si on veut inscrire notre pratique dans la durée, si on veut pouvoir pas partir en burn-out, pas négliger notre vie privée, notre vie de famille, le soin qu'on doit prendre de nous-mêmes, eh ben, la difficulté, c'est que on fait pas ça pour l'argent, l'écriture, mais qu'on a besoin d'argent pour le faire. Mais comme on paierait pour écrire tellement ça nous fait du bien, on a du mal à renverser notre perception et à reconnaître le degré de compétence que ça représente d'écrire des histoires. Parce que c'est facile pour nous, puis c'est plaisant pour nous, puis on a appris que le travail ça devait être pénible, dur, laborieux, et on a de la difficulté à reconnaître la nécessité pour notre compétence d'être justement rémunéré. Et quand je dis ça, je ne m'adresse pas du tout aux diffuseurs ou aux éditeurs, je ne fais pas porter la responsabilité sur eux, je comprends la difficulté que c'est de porter un livre, de faire exister un livre, développer des produits culturel, je déteste cette expression, mais c'est comme ça. J'ai travaillé avec suffisamment de petits éditeurs, j'ai travaillé avec des petits producteurs, j'ai vu comment c'est difficile. Et comment entre des tout petits et des très grands qui deviennent des énormes machines à produire, il y a peu de marge, il y a peu de choses entre les deux. Donc je dis pas que c'est à eux de porter ça. Je dis que c'est à nous de faire le boulot, en tout cas notre part de boulot, pour mieux entretenir la relation avec nos lecteurs. Et nous comporter comme des professionnels jusqu'au bout. N'importe quel artisan s'occupe de trouver des clients, il s'occupe de les fidéliser, ou en tout cas pas forcément de les fidéliser, mais de leur donner une satisfaction pour que le bouche à oreille fonctionne. L'artisan, il se contente pas de faire son travail. Tiens, le mois dernier, j'étais chez mon coiffeur, tranquille, posé dans le fauteuil et tout, et une jeune femme arrive, elle enlève son manteau, elle le met dans l'armoire, elle avait l'air chez elle, personne n'est venu la voir, elle dit bonjour à tout le monde, elle fait la bise au coiffeur, et puis aux différentes personnes qui travaillent là. Et mon coiffeur me dit que c'est la chargée de com du salon. Mon coiffeur a une chargée de communication. Nous aussi, on est des artisans. C'est-à-dire qu'on est des petites entreprises basées sur un socle de compétences. On fait du service et des produits, c'est notre particularité. Ça signifie pas qu'on n'est pas aussi des artistes. Moi, j'ai toujours trouvé cette frontière entre l'art et l'artisanat très futile, très floue. Je crois que l'artiste, c'est surtout un artisan qui choisit de faire beau plutôt qu'efficace. Et encore, je suis même pas convaincu de cette distinction-là.
Il y a un truc qui me fascine, moi, dans la vie, c'est les compagnons du devoir. C'est une institution que j'adore. Les compagnons, pour valider leur apprentissage, ils doivent réaliser un grand œuvre, qui est une pièce d'artisanat qui témoigne de leurs compétences, des compétences qu'ils ont acquises pendant leur apprentissage. C'est un travail hyper personnel, intime, expert, et qui revêt souvent une dimension artistique, et je pense que ça revêt une dimension artistique malgré soi. C'est-à-dire que dans le grand œuvre, le compagnon, il doit mettre en application ses compétences, et en même temps faire une œuvre personnelle. C'est ça, en fait, une œuvre artistique. Au-delà de la dimension esthétique, au-delà de ce que les critiques peuvent y voir, et du discours qu'une œuvre peut porter sur le monde, parce qu'elle est peut-être là la distinction entre l'art et l'artisanat, c'est que l'art, c'est un artisanat qui porte un discours sur le monde. Je suis pas sûr de ces idées-là. Je crois que cette catégorie de l'artiste, elle est dommageable pour nous. Je l'ai déjà dit, donc je vais pas m'attarder là-dessus, mais qu'elle nous maintient dans un imaginaire qui est pas propice à notre épanouissement d'humain. L'image de l'artiste, dans l'imaginaire collectif, elle est pas souvent associée à la responsabilité ou à la compétence, elle est associée à un génie qui transcende l'artiste, et en transcendant l'artiste, elle nie l'individu, elle nie le travailleur. Vraiment, si t'es génial, si t'es traversé par la grâce, par l'inspiration, t'as aucun mérite, c'est un privilège pour toi, donc viens pas nous demander d'être rémunéré. Tu vois, il y a un truc comme ça quand même. Et encore une fois, je pointe du doigt de nous-mêmes, c'est-à-dire que nous, en intégrant cette idée de là, on se dissocie nous-mêmes du travail qu'on fait. Et on oublie que l'artiste, c'est aussi quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui fait avec une intention claire et avec un ensemble d'outils qu'il sait très bien manipuler parce qu'il a appris à le faire. Il a mis de la conscience dans son travail, dans ses outils, dans sa méthodologie. Le message que je veux porter, c'est qu'on a un métier et qu'on veut pouvoir l'exercer, nous les auteurs. Et que pour ça, on est obligé de penser à son financement. Que ce soit en sortant un méga best-seller par an chez un éditeur traditionnel, un grand éditeur qui a accès à tous les médias, ou que ce soit un volume d'une série populaire par mois qu'on va vendre en auto-édition juste à nos lecteurs. Finalement, ça importe assez peu. Ce qui importe, c'est qu'on laisse pas un imaginaire qui nous a été imposé par d'autres, qu'on a adopté par imprégnation dans la culture, juguler ce qui est juste pour nous en matière de vitesse de production, de circuit de diffusion et surtout d'image de nous-mêmes. Je suis assez curieux de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter sur les réseaux sociaux l'épisode d'aujourd'hui, likez le podcast, partagez-le, laissez un petit review sur les plateformes. Je crois que c'est important que ça se fasse pour que le podcast soit vu. Et si vous voulez avoir mes réflexions méthodologiques une fois par semaine par mail, vous pouvez vous inscrire à ma liste de diffusion sur CDD comme conseil du dimanche, même si ça fait longtemps que je l'envoie plus le dimanche. cdd.anaël.email. Moi je vous dis à demain.